Donc nous, on part de ce sujet qui est le vivant comme l'horizon post-urbain, et la question qui se cache en dessous, en tout cas le traitement que nous avons de ce sujet-là, c'est la question des puissances qui sont ou maintenues ou confisquées. Donc, pas un petit thème. Alors j'ai voulu commencer, et une fois n'est pas coutume, ce sujet à partir de photos, peut-être pour qu'on puisse tirer une ligne et se mettre d'accord sur les grandes bases à partir desquelles on doit travailler aujourd'hui. Donc c'est une espèce d'explication de la conjoncture. La photo est quelque peu graphique pour les plus sensibles d'entre vous. Ceci est une photo qui date de 2019, qui est une photo qui a été prise par un photographe qui s'appelle Adam Ferguson, et qui fait partie d'une série de photos qui a remporté un prix du photoreportage par le Times. Ce que vous pouvez voir là, devant vous, ce sont des moutons. Et ce sont des moutons morts. Ce sont des moutons qui vivent en Australie, qui vivaient en Australie, et qui ont eu à subir les problématiques de chaleur qu'il y a en Australie. Vous pouvez voir que tous ces moutons sont morts d'une vague de chaleur. Donc c'est vraiment la chaleur qui a éteint ces êtres vivants. Et qui est une première façon d'entrer dans le sujet, qui est que parler aujourd'hui du vivant, et on verra ça puisque ce sera en continuité d'autres moments de ce temps-là, parler du vivant, c'est d'abord maintenant parler de la mort. Et c'est tragique. Donc si jamais vous voulez vous reprendre une bière, c'est possible. Je vous laisse cette possibilité-là. Nous parlons donc du coup aujourd'hui de la 6e extinction massive, la dernière étant les dinosaures, pour faire rappel à ce qui a été dit hier. Et elle est 1000 fois à 10 000 fois plus rapide que les fameux dinosaures en question. Ces chiffres viennent d'un organisme qui s'appelle l'IPBES. L'IPBES qui veut dire... Attendez, je prends mes notes parce que je ne sais pas, mais c'est le GIEC, c'est un équivalent du GIEC sur la biodiversité, qui concerne la question de la biodiversité, et qui veut dire plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Ça ne correspond pas exactement avec le sigle, mais c'est parce que c'est international. L'IPBES, du coup, nous dit que c'est la 6e extinction globale. De ce chiffre-là, on a quelques raisons. On a au moins 5 grandes raisons qui nous font dire, qui nous disent pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation. On a la question de la destruction des habitats. On a la question de la pollution. On a la question de la surexploitation de la nature. Donc ça qui peuvent être estimés comme des faits directs de l'humanité. Et puis, aussi dû à l'humanité, mais peut-être en question de contre-coup, on va avoir les invasions biologiques, donc c'est-à-dire des nouvelles espèces qui n'étaient pas censées tenir et qui commencent à corrompre des milieux et à détruire le vivant plus qu'elles ne produisent, et la question des changements climatiques. Donc le premier aspect de parler de vivant, c'est de dire que depuis 1990, 30% des oiseaux communs ont disparu. Et depuis ces temps-là aussi, 80% des insectes volants en Europe ont aussi disparu. Pas partout, pas dans les mêmes chiffres partout, mais en pic, c'est 80%. Donc la situation est effroyable, une partie là. Et pourtant, ce n'est pas le seul aspect, ce n'est pas la seule facette pour parler du vivant. Je vous montre une seconde photo qui fait partie de la même série, qui a été prise par le même photographe. La personne que vous voyez au fond, et qui est la photo qui a remporté le prix, c'est le berger de ces fameux moutons-là. C'est celui qui vit en Australie, en 2019, et qui est pris du coup dans un coin de son logement, avec la météo qui est ouverte, et les vagues de chaleur, et la question de ces vagues de chaleur-là. Du coup, c'est une manière de prendre l'autre aspect de la question du vivant, et dont on a pu parler, qui est l'humain vivant parmi les vivants, avec les vivants, dans cette espèce d'alliance capitaliste, mais alliance nonobstant qu'il y a entre le berger et des animaux, et qui déjà est le début de ce à quoi on peut s'attendre, ou en tout cas ce que ces temps-là nous promettent pour demain et pour l'avenir. Donc ça, c'est la conjoncture à partir de laquelle on part. Cette question, donc, parle de la biodiversité. En fait, on va plutôt essayer d'estimer la biodiversité à partir de ces problématiques. C'est-à-dire, on a d'un côté une espèce de misère humaine qui est mise en avant du fait de la mort du vivant et qui, pour l'instant, là, est
très direct, mais où il y a évidemment de multiples façons de le détourner ou de se le faire sien. Et de l'autre côté, donc avec l'autre photo, nous avons le vivant directement qui est atteint. C'est que la biodiversité dans son usage, et encore une fois, je n'invente rien, et sûrement beaucoup ici savent de ce dont je parle, ça me permet de poser un substrat collectif, de savoir. C'est au moins 4 choses, la biodiversité. C'est une dimension matérielle, avec l'alimentation, l'eau, l'énergie, la matière première. C'est la régulation. La biodiversité, c'est ce qui régule l'air, c'est ce qui régule le climat, le pH de l'eau. La biodiversité a un aspect de soutien, ou en tout cas un aspect de solidité interne avec des espèces qui vont être en capacité de prendre la place d'autres espèces pour résoudre une même situation si jamais il y a un décalage ou en tout cas une difficulté dans le climat. Il y a déjà des systèmes de rusticité, mais qui, tout petit à petit, sont en train de s'effondrer. Et la quatrième, c'est la dimension culturelle de ce qu'est la biodiversité. La biodiversité, c'est tout ça, et c'est tout ça qui est en train de s'effondrer, et c'est ça qui forme notre conjoncture. Et on est là, avec cette problématique. Alors, tout ça a un nom, ça s'appelle l'écocide, cette 6e extinction de masse. Donc, c'est la question de la mort du vivant, dans l'ensemble, et qui est repris de la question du génocide. C'est en train de mourir, et l'intérêt des images, c'est aussi de dire que, là, je mets en visibilité ce qui est très petitement, ce qui en fait est généralisé, c'est partout. Et cet écocide-là, l'hypothèse post-métropolitaine, qui n'est pas une hypothèse, c'est de dire c'est désormais le grand enjeu du siècle qui change toutes les questions telles qu'elles ont été posées politiquement, philosophiquement et, j'oserais, ontologiquement jusqu'ici. La mort des choses, le fait d'habiter une terre où les choses meurent. Ouais, même les questions de justice, en fait, sont en train d'être retravaillées par ces questions-là. Donc, à partir de là, on se retrouve dans une situation où nous, en tout cas matériellement, et là, actuellement, on se retrouve dans une salle, et on est en train de discuter, et la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qu'on a à se dire ? On a cette situation, c'est la conjoncture, on est tous pris dans notre éco-anxiété, dans nos angoisses de cette conjoncture-là, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, juste à parler entre nous ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Peut-être une des choses qu'on peut éviter, c'est de dire, peut-être qu'on n'a pas intérêt à redonner une espèce de perception critique des choses, ou en tout cas de venir donner une nouvelle grille de lecture, pour expliquer à quel point on n'est pas bien, à quel point c'est le capitalisme et l'humain et l'anthropocène, mais le capitalocène, qui est à l'origine de toute cette destruction, que le capital soit de surveillance, que le capital soit thermo-industriel. À la fin, le fait qu'on connaisse l'origine est là. Et l'idée, c'est qu'on n'aurait pas intérêt à recréer ou à surproduire une énième grille de lecture, une énième façon de se dire on n'est pas bien. Du coup, c'est la question que je veux poser autrement et qui, encore une fois, nous concerne. C'est comment est-ce qu'on construit quelque chose qui ne crée pas de l'impuissance chez nous ou qui ne crée pas des affects de colère, mais plutôt qui nous arme, qui arrive à nous permettre d'aller de l'avant et d'arriver à travailler ça. Puisque alors, le vivant est intervenu tout au long de la journée. Et ça fait partie des éléments qui habitent un petit peu le fond des conversations, qui habitent un petit peu... alors, à la fois, on a pu en entendre un petit peu parler à partir du Parti écolo, on a pu en entendre parler aussi dans les thèmes très humains qui ont tourné aujourd'hui. Et là, il s'agit de parler du vivant à partir du vivant et de ce qu'on en fait. Et nous sommes un peu en difficulté aujourd'hui pour savoir qu'en faire, parce que pour arriver à armer ces conversations, on est pris dans des conversations militantes. On est pris dans des champs théoriques qui s'affrontent et qui n'arrivent pas à communiquer ensemble. Exactement, la question c'est, aujourd'hui, pour être armé, pour avoir une conversation, avoir un dialogue ou savoir par où aller, qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, on va essayer de faire un tour d'horizon. On a une chose dont on ne doit pas parler, toute une partie d'idéologie qui est en train d'être répandue, travaillée aujourd'hui, qui a pour objet de cacher ce réel-là. Donc là, on parle du capitalisme vert, on parle de ce qui se passe médiatiquement, on parle des partis inutiles, enfin, on parle de tous ceux qui ne veulent pas traiter le problème. Mais c'est justement de ça que nous, on ne doit pas parler ici pour ne pas rester dans de l'improductif. On sait par ailleurs qu'il y a une manière d'aborder le problème qui est l'ennemi absolu en face de nous, qui est la question transhumaniste ou techno-industrielle. L'idée étant soit de partir sur Mars et de ne pas traiter le problème,
qui est une solution qui a peu d'adeptes, mais les adeptes ont beaucoup d'argent, et ça fait des choses, beaucoup d'argent dans ce monde-ci. Ou alors d'essayer de trouver des solutions pour ou créer des espèces des secteurs où les riches seraient sauvés de cette problématique-là, ou encore d'aller utiliser la technologie, de croire en la technologie pour que d'un coup les choses se résolvent et nos abeilles mécaniques, elles vont arriver à tout soigner. C'est peut-être le pire à trouver. Mais dans les choses qui méritent par contre d'être estimées, on a en ce moment une confrontation des discours entre au moins deux parties. En tout cas, il y a une lutte entre d'un côté les penseurs du vivant, ceux qui habitent et qui sont tenanciers de cette idée ou qui ont amené la question du vivant dans les problématiques philosophiques et politiques, et puis on a d'un autre les anticapitalistes, qui ne sont pas censés forcément s'opposer si strictement en dehors de cette lutte-là, mais qui en ce moment ont plutôt des critiques les uns envers les autres en disant alors les anticapitalistes à destination du vivant vont dire mais en fait vous arrivez à travailler la question du vivant, ou en tout cas à parler de la question de l'anthropocène sans jamais parler du capitalocène. Enfin, en tout cas, vous êtes peu. Toutes les structures de domination qui habitent en ce moment la société et dans lesquelles nous sommes pris depuis des siècles, le vivant semble ne pas en avoir besoin. Et comment est-ce que vous voulez avoir une pensée matérielle un petit peu solide et cohérente en faisant fi de tout ce qui est effectivement destructeur de ce monde-là, c'est-à-dire le système capitaliste. Et puis, les penseurs du vivant vont avoir une autre position. Alors évidemment, je stéréotype et je caricature pour donner des impressions un peu fortes des pôles en présence. Le deuxième point, c'est le vivant qui va aller voir les capitalistes, enfin les anticapitalistes, attention à ce glissement. Donc les anticapitalistes en disant, mais pourquoi est-ce que jamais vous n'arrivez à mettre le vivant dans vos discours? Pourquoi est-ce que toujours c'est des affaires d'humains, vos histoires d'anticapitalisme et de communisme? Alors certes, il y a dans les textes fondateurs des choses qui vont voir vers les pensées du vivant. Mais à aujourd'hui, dans les partis, à aujourd'hui, dans les luttes, le vivant est encore sous-représenté. Et on se prend en plus des critiques comme quoi, nous, on est incapable de penser ça. Bon. Cette opposition a cours, mais a peut-être pas très intérêt à exister longtemps. C'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question de la hiérarchie des luttes. Est-ce qu'il vaut mieux supprimer le capitalisme d'abord, et ça sauvera le vivant à force, ou est-ce que d'abord on s'occupe du vivant, et puis le capitalisme, c'est quand on aura le temps, parce que là, il s'agit de pas crever, quoi. Eh bien, il y a peut-être une troisième voie, et qui serait sûrement la voie post-métropolitaine, qui serait de dire, mais en fait, à partir du moment où on considère l'homme comme une problématique géologique, et non pas simplement une problématique juste mondiale, mais en invisibilisant ce qu'est un monde, juste cette problématique géologique, est-ce qu'on n'a pas à travailler tous ensemble à essayer de changer et de détruire le système capitaliste, mais en prenant en compte l'ensemble du vivant? C'est il s'agit juste de dire, mais en fait, on n'a pas besoin de se disputer. Mais par contre, il faut qu'on arrive à communiquer, il faut qu'on arrive à dire, il y a des penseurs du vivant qui sont capables de dire anticapitalisme. Et d'ailleurs, l'IPBES, dont on a parlé, arrive à dire, en fait, c'est le capital et c'est la surexploitation de nos ressources qui est en train de tout détruire. Maintenant qu'on a cette idée-là, on a cette idée du dialogue, ou de l'endroit où il y a un dialogue qui est possible pour nos armées, donc, c'est-à-dire essayer de penser un endroit où on est vraiment offensif pour ce qui est destructeur de la planète, mais aussi où on est à partir du vivant, il faut qu'on arrive à retrouver des espèces de constellations théoriques, il faut qu'on arrive à trouver des imaginaires, une manière d'être efficace dans cette lutte-là, dans nos manières de nous gouverner, pour arriver à trouver une solution. Du coup, se pose la question, où est-ce qu'on doit trouver ça? Quels sont les penseurs aujourd'hui qui nous arment, qui nous permettent de penser ces deux facettes-là? Donc du coup, je me retourne vers ma partenaire, Christian Ness, qui a peut-être une connaissance profonde des penseurs qui sont potentiellement efficaces pour nous. Merci. Eh bien, bonjour à chacune et à chacun. C'est vrai que toute la journée, on a entendu parler du vivant, parce qu'on voit bien que c'est devenu une matière qui occupe finalement
type d'intervention. Alors, pour moi, il me semble que justement, c'est vraiment une matière qui a l'air d'une évidence, comme tu viens de le faire, Raphaël, mettre en évidence que c'est l'occasion aussi de beaucoup de controverses, beaucoup d'oppositions qui peuvent être extrêmement radicales. Il n'empêche qu'il y a un constat, et je pense que tout le monde un peu s'accorde d'une certaine manière, que ce soit les tenants de la solution technique ou ceux, au contraire, d'une position plus politique, démocratique, s'accordent sur le fait que la question du vivant, si elle est posée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une grande vulnérabilité du vivant. C'est parce qu'il est... On a vu les photos, le vivant tout confondu, que ce soit la végétation, puisqu'il y a beaucoup d'espèces végétales qui disparaissent, comme il y a beaucoup d'espèces animales, comme il y a beaucoup de diversité culturelle humaine qui disparaissent au niveau des langues, etc., etc. Donc je pense que ce constat, on le connaît. Alors, en ce qui me concerne, puisque moi je travaille beaucoup dans les rapports entre la philosophie, l'architecture, l'urbain, le paysage, l'écologie en fait, l'écologie, les humanités en fait, on pourrait dire écologiques, c'est vraiment cette idée dans quelle mesure et comment faire que le vivant soit un support de ressourcement. Parce qu'on parle toujours des ressources, mais même aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup cette idée de ressources. Et on voit bien, le mouton, c'est une ressource pour sa laine, pour sa viande. Mais ce n'est pas qu'une ressource au sens qu'on va le consommer, qu'on va produire à partir de lui. C'est dans quelle mesure on est capable d'être dans une communauté. On dit beaucoup ça, mais ça change absolument tout. C'est complètement nouveau de parler comme ça. Parler d'une communauté biotique. C'est-à-dire que c'est une communauté biotique, une communauté biopolitique, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on pose l'équation des données du problème d'une autre manière. À partir du moment où on se dit qu'on part de ce postulat de base de la communauté biopolitique est un ressourcement, et je sais qu'on va faire certainement, il y a tout un travail qui se prépare, beaucoup d'architectes, tout un nouveau programme sur l'idée de ressourcer un design qui serait ressourçant. Un design qui serait régénérant, de même qu'il y a des imaginaires ressourçants, régénérants. Donc on peut dire que le vivant, en même temps qu'il est effectivement l'occasion d'histoires qui se terminent très mal pour beaucoup de vivants, il est aussi l'idée que quelque chose est possible. Alors, pourquoi est-ce que c'est ressourçant de parler de la communauté biotique? Et c'est plus qu'une transition. C'est vraiment, on parle beaucoup aujourd'hui de bifurcation, c'est-à-dire qu'on prend un autre chemin. Il y a plusieurs types de bifurcation. Donc, il y a ceux qui avaient parlé de la bifurcation moderniste, où on va donner la priorité finalement à une pensée abstraite, une pensée rationalisante, et puis qu'on va perdre tout le rapport à l'expérience. Mais aujourd'hui, quand on parle de bifurcation, c'est le fait qu'on veut prendre un autre chemin que celui dont on hérite, que celui qu'on vit tous les jours, qui a provoqué un épuisement des milieux vivants et des personnes aussi, humaines. Donc c'est cet épuisement et cette vulnérabilité commune qui change les données du problème. S'il y a ressourcement, et oui, ça c'est quand même un basculement, c'était évoqué tout à l'heure, les basculements, mais majeurs. On ne parle pas de la maîtrise, de la domination anthropocentrique, qui a toujours été, finalement, surtout à partir d'une certaine modernité, on peut dire après la Renaissance, surtout la modernité industrielle, la conviction qu'on pourrait maîtriser tout ce qui nous entourait et que l'homme, il était le maître du monde, en fait. Il était même programmé de façon divine pour cette maîtrise. Là, c'est vraiment un autre postulat. On pose les problèmes tout à fait autrement. C'est parce qu'on est communément vulnérable qu'on va pouvoir réinventer de nouvelles façons d'habiter la Terre. Et c'est simplement si on part de cette base qu'on y parviendra.
J'en suis personnellement intimement convaincue. Alors, les différents récits, je vais un peu les égrener, parce que vous l'avez évoqué, mais c'est vrai que moi, je vois dans les écoles, moi j'enseigne dans les écoles d'architecture et de paysage et d'urbanisme, les différents récits se superposent, ils travaillent ensemble, dans le meilleur des cas, ils s'excluent dans le pire des cas. On peut dire qu'il y a tout d'abord le récit scientifique, qui a mis en évidence les écosystèmes. L'écologie, le travail sur les écosystèmes, qui a été beaucoup lancé par Edgar Morin, qui a été un des grands penseurs de la méthode écosystémique, et qui a travaillé toujours sur le rapport entre la nature, la culture et la vie. Mais ce qui, finalement, apparaît comme une donnée de base de la science des milieux vivants, c'est le fait d'être en interaction, d'être en interdépendance et d'être en coévolution. C'est-à-dire que c'est des données de base. C'est-à-dire que, quelles que soient les polémiques, personne ne peut le remettre en question. Si on parle d'une communauté biotique et biopolitique, c'est une communauté qui est interactive, qui est interdépendante et qui est coévolutive. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans les différentes formes de vie réagit, retombe ou modifie, transforme les autres vivants du milieu. Donc ces premiers récits scientifiques, c'est le récit dominant, c'est celui auquel on se réfère, mais dont on sait qu'aujourd'hui, il y a plus qu'une science. Il y a pas une science universelle, il y a des sciences. Et je pense que ce récit-là, il a beaucoup à apprendre de tout un travail qui a été mené, et très, très fortement, par les écoféministes, surtout américaines, qui aujourd'hui, évidemment, ont essaimé sur la planète Terre. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont été très importantes? Des gens comme Starhawk, comme Donna Haraway. En Europe, on peut prendre la Belge Isabelle Stengers, une grande spécialiste de l'histoire des sciences, qui a fait un livre magnifique avec Prigogine sur la Nouvelle Alliance, et qui, dès le départ, avait mis en évidence déjà un refus des dualismes entre la vie et l'artefact, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la culture et la nature, c'est un peu la même histoire, mais avec quand même des préséances, d'une certaine manière. Donc, ce premier récit, il a accompagné les écoféministes. Les écoféministes, si on prend quelqu'un comme Donna Haraway, c'est aussi une scientifique. Elle travaille sur les grands singes, elle travaille sur évidemment des formes d'animalité et des formes de culture animale par elle-même, pas simplement qu'on exploite l'animal, c'est qu'elle existe par elle-même. Ils ont leur propre habitat, ils ont leurs propres règles, etc. Donc, les écoféministes, ce qui est très intéressant, c'est que si on prend quelqu'un comme Starhawk, c'est quelqu'un qui a travaillé sur comment est-ce qu'on va arriver à faire vraiment un milieu ensemble d'humains. Et ça a toujours été des batailles, des luttes politiques, en fait. Intergénérationnelles, interclasses sociales. Ce que n'ont pas réussi à faire souvent les combats féministes en Europe au départ. Et pourquoi ? Parce qu'ils se battaient contre des centrales nucléaires, ils se battaient contre la destruction de certaines forêts, ils se battaient toujours pour des causes qui mettaient en danger la communauté biopolitique, ils mettaient en danger la vie, en fait, et accéléraient le processus d'épuisement des milieux et de destruction, en fait, des vivants. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un nouveau souffle qui vient des écoféministes, parce qu'en fait, les écoféministes, elles ont réintroduit l'idée que, d'une certaine manière, la maltraitance de la nature, c'est-à-dire du sol, de l'air, de l'eau, de l'animal, c'est même bataille que la maltraitance de la femme par l'homme, par exemple. C'est-à-dire que c'était la même évidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les choses, tout est lié, et qu'en fait, il faut s'allier pour justement changer de manière de voir, de manière de faire, de manière de vouloir.
je pense que ces assises du post-urbain, elles mettent bien en évidence la quête d'une volonté de faire autrement, de voir autrement et de vivre mieux. On voit bien toutes les pistes qui ont été évoquées. Donc je pense que ces récits-là sont très importants. Évidemment, je ne vais pas revenir sur le récit, ça a déjà été évoqué par Raphaël, sur justement, qui est un récit très important, cette hypothèse de l'Anthropocène qui fait débat, qu'on rebaptise Capitalocène. Moi, j'aime bien l'appellation Thanatocène, justement, qui a été beaucoup lancée à partir de Anders, notamment, sur le fait que c'est une culture de la mort et pas du vivant, en fait. Ce capitalisme forcené, ou bien finalement, cet technicisme forcené, c'est toujours un peu pareil. Et cet oubli de la communauté vivante. Donc, je pense que c'est vraiment des points de départ qui sont très, très importants. Alors, bon, je vais insister sur l'idée de bifurcation. Et ce que je voudrais, oui, voilà, ce que je ne voulais pas oublier, j'ai mis quelques mots-clés, c'est que les écoféministes, ils nous ont amené un mot dont on sait, qui a circulé aujourd'hui, j'imagine, malheureusement, je n'ai pas pu être là ce matin plus tôt, mais la question du care, du prendre soin. Moi, j'aime bien parler de prendre soin, personnellement. Et c'est le care, bon, et c'est le prendre soin. Et c'est le fait, comme le dit une des théoriciennes du prendre soin, qui est une théoricienne du politique aussi, qui s'appelle Joanne Tronto, qui est très important pour tous ceux qui travaillent dans la transformation des milieux habités, des milieux vivants, où elle va mettre en évidence qu'il s'agit en fait de savoir réparer, mais savoir aussi continuer, savoir hériter. C'est-à-dire que ce qui était mis en évidence, c'est une manière de faire où on part de ce qui est déjà là et on fait avec ce qui est déjà là. Donc cette idée du soin, c'est dans quelle mesure on va développer une nouvelle éthique, un nouvel ethos, une nouvelle manière, parce que ethos, c'est manière de se tenir au monde. Donc ça donne éthologie, tout ce qui est vivant, et ça donne éthique aussi, la même chose, manière de se tenir au monde ensemble, individuellement et ensemble. Et donc cette manière de se tenir au monde, elle est fondamentale parce qu'il faut maintenir ce qu'on a. Il faut partir de ce qu'on a déjà et le maintenir, le tenir à partir de la main. C'est vrai que dans tout le travail qui a été fait justement sur tout ce qui est travail qui est fait sur la question du paysan, et pas simplement de l'exploitant agricole, c'est bien retravailler sur ce qui se fait à la main, la tenue de la main, la capacité des savoir-faire, des outils, de ce qu'on va pouvoir inventer, partager, transmettre, etc. Puisque c'est le propre de l'outil, c'est d'être efficace, mais de pouvoir être transmis aussi. Parce que c'est évidemment un point extrêmement important. Alors, parmi les choses sur lesquelles je voudrais vraiment partager, je profite de ce moment et je remercie les organisateurs de cette invitation, à dire partager avec vous ces batailles mentales et plus que mentales, c'est le fait de se dire que ce ressourcement, il va s'appuyer en fait sur deux forces vives pour les humains. Parce que la grande question, c'est quoi être un humain? C'est quoi être un humain? Franchement, c'est pas... Et comment vivre et exister comme humain? Parce que c'est un choix, c'est une orientation éthique et politique. Ce n'est pas un destin, c'est pas dans notre ADN. Si on fait l'humanité, c'est une traversée du temps et de l'espace, et où il y a eu plusieurs formes de faire communauté humaine. Aujourd'hui, on est à la recherche d'une communauté biopolitique qui va être ressourçante. Alors, il y a deux piliers. C'est vrai que du point de vue des références, il y en a beaucoup qui peuvent être, mais je sais que c'est une référence très forte. J'ai vu qu'il y a Socialterre. Je pense que Isabelle Stengers doit être interviewée dans ce numéro ou dans un autre. Mais en tout cas, elle dit que sa référence à elle majeure, c'est aussi la mienne. C'est un livre d'un psychiatre qui n'avait aucune raison d'écrire sur l'écologie. Il s'appelle Guattari, Félix Guattari, qui s'est battu toute sa vie pour faire des espaces pour les malades qui souffraient, psychiatriques, pour la maladie mentale, et pour faire tout sauf de l'enfermement, et pour retravailler comment est-ce qu'on peut accompagner tout être humain malade
et le ressourcer dans son pouvoir-être, dans sa puissance d'être. C'est très nietzschéen, vous voyez, cette idée d'une puissance d'être, vouloir vivre en fait, vouloir vivre avec les autres et par les autres. Et donc, dans ces 3 écologies, il y a un tout petit livre qu'on trouve en plus en ligne, qu'il faut regarder parce que en fait, il a une hypothèse géniale, Guattari, c'est qu'il va dire, après il a écrit plein de choses avec Deleuze, c'est parmi les gens très cités, hein, Mille Plateaux, quelqu'un qui vient justement de plateau de Mille Vaches, mais justement ça vient de par là-bas aussi, Mille Plateaux, les 1000 sources, ce ressourcement, c'est basé sur le fait que tout nouveau scénario politique, pour pouvoir habiter et vivre ensemble, qui est quand même une des spécialités humaines, de faire communauté politique, biopolitique, on pourrait dire aujourd'hui, c'est de s'appuyer à la fois sur développer les subjectivités, donc les capacités à ressentir, à s'émouvoir, à être en colère, à être d'accord, à être pas d'accord, tout ce qui relève en fait de ces processus finalement de développement affectif et psychologique, on peut dire, donc aussi bien cognitif qu'affectif, mais aussi cette capacité de faire avec les autres. Donc ça, c'est cette idée, comment est-ce qu'on va pouvoir finalement trouver un accord. Alors, moi, j'aimerais bien mettre à la discussion, justement, personnellement, moi, je travaille avec mes étudiants sur une boussole, on appelle ça la boussole écosophique. Et beaucoup de mes étudiants me disent, oui, mais cette boussole, en fait, elle n'est intéressante que si on retravaille sur une sorte de tissage. On vient de visiter cette entreprise locale de tissage à partir des laines locales. Si on arrive à tisser, finalement, tous les fils des vivants, en fait, toutes les formes de vie, et qu'on arrive à comprendre quel est l'habitat de chaque être vivant, en fait. Parce qu'en fait, tout ce qui accompagne toutes les philosophies du Caire, c'est précisément l'attention à l'autre, l'écoute, des qualités attentionnelles, d'écoute fondamentales, qui sont, puisqu'on sait qu'il y a une crise, un vrai problème d'attention, problème d'écoute, sur envie un peu de peut-être, on a du mal des fois à écouter, à être attentif. Et là, comment est-ce qu'on est attentif aux autres formes de vie? Alors, du point de vue des imaginaires, on peut terminer sur... puis voir, parce qu'on va essayer de travailler dans cette boussole, finalement, qui est pour moi une boussole écosophique. C'est-à-dire, c'est une boussole qui travaille sur la sagesse des milieux habités, en fait. Oui, écosophie, zophie, c'est la sagesse qui va être une sagesse collective, une sagesse commune. C'est pas simplement une sagesse individuelle, ça suffira pas. C'est déjà pas mal quand on en a une pour soi. Mais comment est-ce qu'on peut partager, finalement, des manières de faire, des accordances, des pactes, un contrat, un pacte. Michel Serres parlait du contrat naturel. C'était un grand spécialiste du XVIIIe siècle, un grand amoureux de Rousseau, qui avait parlé du contrat social, mais lui parlait du contrat naturel. Et il développait, ça avait donné lieu à la Biennale de Venise, au pavillon français, avait pris une phrase justement du contrat naturel. Comment est-ce qu'on peut non seulement prendre dans le milieu, mais donner au milieu plus que ce que l'on a pris? C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement prendre, il faut ressourcer le milieu. Et moi, je peux un peu témoigner de ce qu'on fait faire à nos étudiants, actuellement, qui sont des étudiants en architecture ou bien en paysage, qui vont des études longues, puisque ça va c'est 5-6 ans. Et en première année, ce qui est tout à fait nouveau maintenant, c'est qu'on les fait travailler, par exemple cette année, dans les jurys, on les a travaillés sur comment est-ce qu'on arrive à imaginer de nouvelles formes d'habitat. Beaucoup d'artistes ont déjà fait depuis longtemps, où on va co-édifier avec les autres vivants. Et donc, comment est-ce qu'on va, comme ça s'est fait par exemple en Inde, et on a beaucoup d'habitats à partir d'arbres, d'énormes arbres, où des gens vont habiter finalement des arbres, parce que c'est possible dans cette végétation. Mais en tout cas, chaque milieu sur Terre a développé des liens extrêmement étroits, profonds, qui sont mythologiques, comme c'était dit tout à l'heure dans l'introduction, qui sont imaginaires, mais qui sont aussi cognitifs,
au sens de connaissance de la vie, sur le fait qu'on ne fait qu'un d'une certaine manière. Et ces imaginaires-là, aujourd'hui, les architectes travaillent, et c'est vraiment intéressant. Ils essaient de se demander comment est-ce qu'aussi ils pourraient accompagner, par exemple, des hypothèses de transformation avec les communautés locales, les communautés de paysans, ou ceux qui voudraient devenir et s'installer quelque part, comment est-ce qu'ils pourraient transformer finalement cet héritage. C'est plus simplement l'urbain qui devient le milieu d'inspiration, mais c'est la volonté vraiment de retourner au plus près des lieux où on va produire de la nourriture, mais pas simplement pour se nourrir, ce qui est très très important, mais aussi pour se cultiver ensemble. Et c'est pour ça que je trouve que dans cette boussole écosophique, moi je puise un peu dans différents auteurs. Alors il y a bien sûr Guattari, puisque c'est lui qui a toujours dit qu'il fallait d'un même tenant, d'un seul tenant, c'est pas l'un ou l'autre, l'environnemental, le social et le mental. Parce que si on les sépare, ça ne marche pas. Et le mental, évidemment, c'est l'imaginaire, c'est tous les débats qu'on a, les controverses, les conversations, les publications, les partages d'expériences, tout ça. Donc ça me paraît être quelque chose de formidable pour notre boussole commune, post-urbaine. Je pense que c'est aussi un ressourcement par le vivant au plus proche des proximités. Est-ce qu'on est capable de reconnaître tout ce qui vit autour de nous? Non. En général, on est devenu très incompétent en termes de plantes, en termes de faune, de flore, parce que c'est toute une culture qu'on a perdue, on peut tout à fait la retrouver. Et c'est-à-dire aussi, alors beaucoup de philosophes travaillent là-dessus maintenant. Vous avez, je pense que vous êtes nombreux à être des fans de Baptiste Morisot, qui travaille, par exemple, qui vient de sortir un livre sur les castors, qui met en évidence que les castors ont été les premiers à entretenir les rivières, bien avant les humains, mais aussi à mettre en évidence, il y a toute une expérimentation de ferme, en alliance avec des paysans. Ben, ça fait beaucoup de controverses, mais il a fait tout un travail sur les forêts primaires aussi en Pologne, etc. Ou bien, je pense sur aussi Vinciane Després, qui est souvent participe à beaucoup de commissariats, qui a mené un commissariat à la Biennale de Venise sur le pavillon belge et qui a montré comment est-ce qu'on pouvait construire avec des champignons, avec du mycélium. Il y a tout un imaginaire autour, comment est-ce qu'on renature aussi toutes les ruines du capitalisme. Et il y a notamment une anthropologue, Anna Tsing, qui fait des choses extraordinaires sur les ruines du capitalisme et on va se ressourcer au contact du vivant. Mais on va s'émerveiller, parce que les photos qui sont là, elles sont merveilleuses. Et elles sont chacune merveilleuses. Et on voit bien que chaque animal est pris dans son milieu. On ne l'a pas isolé de son milieu. C'est un animal vivant, en milieu, qui donc appartient aussi à un endroit particulier. Ce qui fait que cette question-là, les questions des proximités, du local, translocal aussi, parce que tout à l'heure était posée la question des bonnes échelles, parce qu'en fait, on sait très bien que chaque écosystème vivant n'a pas le même périmètre de milieu et de territoire. Donc, il faut faire se rencontrer les territoires et les périmètres des milieux habités. Je pense que c'est un point extrêmement important. Et puis, il y en a un autre qui actuellement me réjouit beaucoup, et je vois que ça motive beaucoup les étudiants. Les étudiants veulent tous travailler sur l'animal actuellement. Et un animal beaucoup de mes étudiants sont végétariens, voire véganes, et ils veulent travailler avec l'animal, non pas pour le surexploiter, mais pour, comme ils disent, cultiver une autre forme de sensibilité, une autre forme d'intelligence, une autre forme de finesse. Donc, c'est assez intéressant. C'est étrange, c'est insolite. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. Et il y a justement quelque chose qui est commun. En fait, tous les artistes mettent en évidence qu'il y a une créativité incroyable du végétal, une communication des végétaux entre eux. Vous avez suivi, j'imagine, tous les débats, toutes les connaissances sur l'empathie des arbres, comment ils se protègent vis-à-vis des attaques, des plantes, etc. On connaît à peine, mais on commence à comprendre des choses. La créativité des animaux, on le sait, en voyant comment les animaux bâtissent leur habitat. On le voit et on en connaît très peu. Et la créativité humaine, évidemment,
on a en commun, finalement, que le vivant, il est créatif. Et c'est très mystérieux, c'est magique un peu. Et c'est justement un peu une grande question qui intéresse maintenant aussi pas mal de quelqu'un comme Starrock, qui travaille beaucoup sur la question de la magie. Mais finalement, Edgar Morin, parmi ses derniers bouquins, c'est sur l'esthétique et la magie aussi, de la sensibilité, en fait, des choses. Avec l'idée que si on arrivera à trouver des accords ensemble, ben, ça passera par des éthiques, mais aussi des esthétiques, des manières de ressentir des choses qui nous font du bien. Et il y a un philosophe dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle Whitehead, qui avait beaucoup inspiré Merleau-Ponty, qui a écrit un très beau livre au Collège de France sur la nature, et que ses étudiants ont publié après sa mort, puisqu'il est mort assez jeune, Merleau-Ponty. Et où en fait, et je terminerai là-dessus, sur le fait que le vivant, on a en commun quand on est vivant, d'être de passage en fait. C'est-à-dire on est vivant parce qu'on hérite d'un ADN, différent suivant qu'on est un mouton, ou bien un acacia, ou bien un humain, ouais. Et que on a en commun cet héritage, mais un héritage qui devient au fil du temps, qui est ouvert, qui n'est pas figé définitivement, et où on a vraiment des marges de manœuvre pour voir comment est-ce qu'on va ensemble affronter ces nouveaux défis, ceux qui ont été évoqués tout à l'heure. Et donc ce ressourcement, il va être profondément mental. C'est pour ça que c'est pas, vous voyez, ça a toujours été un peu dans l'humanité cette idée de du spirituel, la spiritualité. Il y a des spiritualités religieuses, il y a des spiritualités animistes, il y a des spiritualités de différents types. Mais il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui se ressource, qui va nous donner, d'une certaine manière, ce que ce Whitehead appelle l'enjoiement. C'est quand même très beau, enjoiement. C'est le fait, on dit qu'est-ce qui est désirable, mais je pense qu'est-ce qui va nous donner de la joie, c'est-à-dire qui nous contente profondément, en fait. Vous voyez ? Parce qu'en fait, ce qui est mis en évidence, et c'est très mystérieux, même quand on est très malade, on sait très bien que c'est très existentiel. On nous a donné la vie, on ne sait pas pourquoi ni comment, si on la voudrait vraiment. Mais quand on est vivant, on est porté par la vie. Et il y a quelque chose qui nous anime profondément. Tout ce qui vit, plante, animal, humain, il est porté à poursuivre son être. Et il y a une espèce de ce que ce philosophe Whitehead appelle la jouissance d'être. Voyez, avec cette idée que beaucoup de sages ne voulaient rien d'autre qu'essayer d'exister en faisant le moins de mal possible aux autres formes de vivants. Ben, c'était des sages qui se retiraient dans le désert, des ermites. Mais moi, je pense que nous, on est plutôt à la recherche de nouveaux accords, de nouveaux pactes d'un autre type qui sont ressourçants. Et la parole, le partage des expériences, évidemment, nous donne des énergies communes pour résister à des forces dominantes extrêmement mortifères. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je reprends la parole quelques minutes pour conclure. Je vous promets, je ne serai pas long. J'aimerais vous partager encore alors 2 éléments autour de ce GIEC de l'écosystème qui est l'IPBES. Quand on pose la question à l'IPBES, quel est les exemples de communautés humaines qui ont été le plus en mesure d'être en interaction positive avec la biodiversité et l'environnement, ils vont cibler plutôt les peuples autochtones, donc toutes les communautés à partir desquelles vont travailler les anthropologues, en relevant notamment le fait qu'il faut une interaction entre des communautés humaines, culturelles, spirituelles, économiques, sociales, et que c'est de ces interactions avec des lieux et des environnements qui sont reconnus comme partie présente, mais presque dans une certaine forme de parenté ou d'alliance, c'est dans ces systèmes-là qu'on a pu avoir la meilleure façon d'être avec l'écosystème. Ça, mis à part, j'aimerais vous partager autre chose. Quand on demande à l'IPBES quelles sont les voies pour arriver à soigner ce vivant et à sortir de notre impasse actuelle, il donne 4 possibilités.
4 solutions qui doivent être communes. D'abord, protéger et restaurer. Donc là, on parle peut-être d'espaces protégés, en tout cas, eux ciblent les espaces protégés. On parle de diminuer nos impacts et d'adapter les écosystèmes et nos sociosystèmes, si on peut dire. Ils parlent après de réduire les pressions. Et là, c'est la pollution, c'est notre consommation. C'est leur deuxième point. Leur troisième point, c'est réorganiser l'économie et le système de production. Et là encore, je me permets de rajouter, ils posent le nom de capital comme le plus grand élément destructeur de la biodiversité. Et pour une institution, il faut leur reconnaître cela. Et leur quatrième point, c'est transiter vers des styles de vie et des villes durables. L'IPBES croit dans la ville durable et dans le réusage de la ville. Il me semble qu'il y a quelque chose qui marque un gap entre ce qui a pu être dit là et les solutions qui sont proposées par cette institution. Elle ne propose pas de boussole mentale, elle ne propose pas d'humain à l'intérieur de ces écosystèmes qui seraient régénérés. La régénération serait quelque chose qui concernerait le vivant uniquement, et il reviendrait aux humains, encore une fois mis à côté, en tout cas pas vraiment partie du vivant, de se serrer la ceinture une bonne fois. D'accord ? On ne touche pas du coup au système exploiteur, on ne touche pas aux grands éléments du capitalisme, et d'un côté, on va demander, avec une injection qui est vide dès qu'on lui demande de la matière, qu'il faut que les humains soient moins dominants envers la nature. Oui, mais d'accord, qu'est-ce que ça veut dire et quelle pratique est-ce que ça implique ? Et tout de suite, la question s'annule. Mais par contre, ils peuvent garder cette position morale-là, et tout en étant d'un autre côté très clair sur ce qui est destructeur de la nature. Du coup, la question de la troisième voie dont il a été question est mise de côté. Ici encore, il n'y a que 2 voies et une opposition. Peut-être que, et c'est ça qui sera lancé dans la conversation à venir, je l'espère, peut-être que la troisième voie, on peut l'apercevoir à partir d'ici et de ce qui a été dit ici, dans cette espèce de communion nouvelle à anticiper, à préparer entre une régénération du vivant et notre propre régénération, notre propre mise en liberté par rapport au système. En ressourcement, oui, tout à fait. Et pour finir ce point, il y a peut-être une proposition qui sera explorée un petit peu plus tard, qui va prendre pour exemple la question des écosystèmes. Donc là, on parle d'arguments scientifiques. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème ? C'est 2 choses. Un biotope, donc un secteur délimité de choses non vivantes, donc du sol, qui a des interactions d'éléments en son sein, de l'eau et de l'air. Et il y a un biocénose, et ça c'est la somme des vivants qui interagissent entre eux au sein de ce biotope. La composition d'un biotope et d'une biocénose fait un écosystème. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que la biorégion, qui est l'hypothèse de travail post-métropolitaine ? Selon la définition d'un de ses premiers écrivains, que je vous cite, la biorégion est un territoire de vie défini par ses formes de vie, ses topographies et son biote, plutôt que par des dictats humains. C'est une région gouvernée par la nature et non par la législation humaine. Moi, j'aimerais proposer cette chose-là, qui est que la biorégion, comme hypothèse, c'est un écosystème dans lequel on transfère le pouvoir aux vivants, on leur communique notre gouvernance et où il n'est jamais que question d'alliance. Faire de la biorégion, du coup, peut-être une des solutions à anticiper ou à imaginer, c'est dire que, d'une part, la biorégion est l'endroit qui est en mesure de réorganiser les êtres de manière à faire place aux vivants. C'est aussi une manière de dire que la biorégion est peut-être l'endroit qui sera en mesure de réorganiser les hommes contre ce qu'a pu produire le capital. Et enfin, je termine là-dessus, c'est peut-être l'endroit où on pourra donner une autre définition de ce que c'est qu'être humain. Et je vous remercie.